C'est comme la vente de drogue, plus tu vends un petit morceau, plus tu vends cher au mètre carré. Voilà. 1050 € net, c'est-à-dire net de commission de plateforme, net de ménage et net de commission de conciergerie aussi. Donc ça veut dire que tu fais à peu près 1400, 1500 par mois de... 2003 à 2005 par mois de revenus bruts. Ah ouais, énorme. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu particulière, puisqu'aujourd'hui j'analyse pas le patrimoine d'un inconnu, mais j'analyse le patrimoine de Julien Calamotte, et plus spécifiquement ses biens immobiliers. Donc déjà, salut Julien. Salut Mounir. Décidément, on fait beaucoup de choses ensemble en ce moment, mais c'est normal parce que Julien c'est un des premiers utilisateurs de Finari. C'est vrai, il m'avait contacté à l'époque, il m'avait dit les emprunts, vous calculez pas les trucs comme il faut et tout. Donc c'était un bon feedback, on avait fait plein de choses. C'est lui aussi qui m'avait fortement recommandé de faire l'attestation patrimoniale, enfin le PDF en gros. Donc voilà, si vous l'avez aujourd'hui dans Finari, c'est un peu grâce à Julien. La fiche patrimoniale. La fiche patrimoniale, exactement, que les banquiers vous demandent. Et évidemment, on est resté en contact, on a fait des Finari Talks, et aujourd'hui, on s'était dit que ce serait sympa de regarder 3 investissements immobiliers que tu as fait, de regarder aussi ton schéma de détention immobilière, parce que je pense qu'il est assez intéressant et qu'il est quand même plutôt velu, et ensuite que tu donnes tes tips aux investisseurs qui veulent se lancer et peut-être scaler quelque chose pour aller dans les dizaines de biens. Ouais, carrément, avec plaisir. Bah c'est parti, on commence par le premier bien que tu nous as sélectionné. C'est un T2, 19 changes. Quel est le rationnel de cette opération? T2, 19 rue d'Échange à Toulouse, pour les Toulousains qui connaissent. Si vous voulez aller voir. Pas de problème avec ça, c'est pas moi qui habite dedans. Donc 275 000 €, c'est sa valeur aujourd'hui sur le marché, à peu près 6 000 € du mètre carré, ça fait ça dans ces quartiers-là. 34 000 € de plus-value. Oui, voilà, à peu près. Plutôt propre, bien très patrimonial, on le verra après sur les photos, je vous ai mis quelques photos. Donc achat en mai 2019, forcément des taux assez bas, on pourra aller sur l'emprunt après, j'ai plus les taux en tête, mais voilà, 46 mètres carrés, un beau T2 en duplex, dans un immeuble qui a 500 ans d'histoire, fini en 1520. La construction, je vais pas faire mon historien, mais j'aime bien en tout cas investir dans quelque chose qui a vécu, quoi. Acheter un bout d'histoire. C'est un immeuble d'ailleurs qui est classé au monument historique, donc il n'est pas classé mais il est inscrit au monument historique, une petite différence, et nous on a un petit bout de cet immeuble et on est très content de l'avoir. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'était une première stratégie pour nous, il y a 15 ans quand on a démarré, d'investir dans des choses très patrimoniales, et c'est quelque chose qui m'anime encore parce que j'ai beaucoup d'affect envers la pierre, et donc je n'achète pas que des chiffres. Évidemment j'achète des chiffres de manière globale, mais j'essaye aussi de me faire plaisir avec les biens. Et donc là on voit que tu as un cash flow négatif sur l'opération, tu as une rentabilité brute inférieure à 5%, par contre tu as un TRI qui est très très gros. Oui, il y a un TRI qui est très gros du fait déjà de l'effet de levier, qui est important, puisque c'est un bien qu'on a acheté sans apport, qu'à l'époque c'était possible, ou quasiment pas, allez voir l'emprunt. Que dalle. Donc on a emprunté, je sais plus combien au départ, mais 245 000 €, c'est ça? Je pense que c'est ce que tu as emprunté au départ, 244, et là tu vois, tu paieras au final, si tu vas au bout, 58 000 € d'intérêt. C'est ça, on va rarement au bout d'un investissement. Souvent je le dis aux gens, quand vous vous endettez sur 25 ans, vous vous endettez pas pour vendre le bien, ou de 25 ans, vous arbitrez souvent, on en a parlé déjà dans d'autres échanges pour des raisons fiscales, etc. Mais ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'effectivement on a un rendement brut qui est franchement pas terrible, ça va faire rêver personne, en tout cas je vais pas vendre une formation avec ça, c'est sûr. Mais par contre on a un TRI, et c'est ce qui compte, puisque c'est quelque chose qui s'apprécie jusqu'à la fin et la clôture de son investissement, donc ça prend aussi, j'imagine, les plus-values latentes, tout à fait, la valeur du bien et comment elle peut évoluer dans le temps. Et ce qui est sûr, c'est que quand on choisit un bon emplacement et du patrimoine qualitatif, c'est sûr qu'on a une garantie que ce patrimoine ne se déprécie pas dans le temps et qu'en plus il s'apprécie. Et je rappelle aussi que si le patrimoine ne se déprécie pas et stagne alors que les autres marchés ou les autres quartiers baissent, ça veut dire qu'il s'apprécie. Ça veut dire qu'on est toujours en décalage par rapport aux autres. C'est vrai. Parce qu'il y a des cycles forcément en immobilier où le patrimoine ne va pas prendre de valeur, mais si vous en prenez pas et qu'à côté ça baisse, c'est que vous en avez pris. Exactement, d'ailleurs on va regarder ce fameux bien parce que là tu nous l'as tellement bien teasé. Donc là on est où? Là on est c'est un T2 en duplex, donc on voit bien les plafonds à la française qui sont magnifiques, les poutres anciennes qui sont magnifiques, les murs en brique foraine comme ça se fait à Toulouse, donc la brique foraine c'est de la brique rouge, c'est aussi pour ça qu'on appelle la ville rose. Toulouse. Rose, on a toutes pas rose, la ville rose. Donc on a un duplex ici, je peux switcher. Donc tout l'espace nuit est en haut, on a des fenêtres immenses qu'on a d'ailleurs, on le voit pour la petite parenthèse, doublé en alu à l'intérieur
l'intérieur en laissant les fenêtres historiques à l'extérieur parce qu'encore une fois, inscrit au monument historique. Tu peux pas. Et tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà, secteur sauvegardé. Donc on voit qu'il y a beaucoup de cachets dans ce bien. Ça, c'est l'immeuble. Sympa. Il a 500 ans, donc ça a vécu forcément. C'est pas une toute nouvelle façade, mais on voit que voilà, il y a du patrimoine. C'est une tour de Capitoul. Les Capitoul, c'est les gens qui ont fait fortune à Toulouse à l'époque, notamment avec la fleur du pastel qui servait énormément dans le textile. Ça, j'aime bien faire l'historien. Petit cours d'histoire en fait. On est en train de changer chez Finari. Toulouse quand vous voulez. Voilà. Je connais pas par cœur. Donc là, on voit l'épaisseur des murs là, au niveau de la porte d'entrée d'ailleurs qui est impressionnante. Exactement. Voilà. Et là, ce qui est un peu rageant, c'est que un diagnostiqueur aujourd'hui va vous mettre un sale DPE, diagnostic des performances énergétiques qui va être assez pourri, alors que franchement, à l'époque, ils n'avaient pas besoin de chauffage là-dedans, une petite cheminée, ça s'autorégulait très fort, et franchement, il n'y a rien de plus isolant que des matériaux naturels qui s'autorégulent en matière d'humidité et de température. Bon, voilà. Mais malgré tout, maintenant, ils aimeraient qu'on masque ça et qu'on y mette de la laine de verre. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais tu l'as pas fait. Donc ça, c'est un bien que tu loues, que tu exploites sous quelle forme? Airbnb. Ouais, location courte durée. Celui-là, il a toujours été en location courte durée. C'est un bien qui génère, grosso modo, alors là, j'ai mis des revenus nets sur Finari. Donc là, tu as mis 1050 euros net, c'est-à-dire net de commission de plateforme, net de ménage et net de commission de conciergerie aussi. Donc ça veut dire que tu fais à peu près 1400, 1500 par mois de... 2003 à 2005 par mois de revenus bruts. Ah ouais, énorme. T'enlèves à peu près 15 points. Oui, parce que t'as beaucoup de ménage quand même. Ouais. Après, t'as le ménage et après... Oui, c'est vrai que t'as les commissions Airbnb en plus de la conciergerie. Conciergerie, 20-25% du net propriétaire qui reste après, dépendamment. C'est costaud. Tes négos avec qui tu travailles. Donc attention de pas vous voiler la face avec revenus bruts. Parce que j'aurais mis les 2500 rendement brut. Là, t'étais maximum, Et comme je le dis, un rendement, c'est différent d'une rentabilité. La rentabilité, c'est à la sortie. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si vraiment l'investissement est bon ou pas. Donc il faut mettre des hypothèses à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, vous savez bien le faire sur Finari pour vous projeter sur l'avenir. Et c'est quoi le taux d'occupation que tu as en ce moment ou pas en ce moment d'ailleurs, en moyenne sur l'année? En moyenne, alors ça a baissé. Ça a baissé très honnêtement sur les premières années, parce que là, ça fait 5 ans qu'il est en Airbnb celui-là. Donc on a un peu de recul. Sur les premières années, on était plutôt à 90%. Ok, donc énorme. Donc, ouais, très fort. Ça a baissé, pourquoi? Parce que Toulouse, il y a 5 ans, 3000 biens sur Airbnb. Aujourd'hui, 6000. Ok, concurrence. Beaucoup plus de concurrence. Pas 2 fois plus de trafic, et puis, comme je le disais dans le Finari Talk, une course aussi à la déco aujourd'hui. Et ce bien, en fait, là, il mériterait d'être refait maintenant. J'aimerais refaire la cuisine, j'aimerais refaire le sol, quelques trucs. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à investir pour le rendre concurrentiel sur le marché. Donc, attention aussi à ceux qui veulent faire de la location courte durée. J'ai un peu de recul en la matière parce que c'est pas le seul que j'ai en location courte durée. J'en ai en France et j'en ai à l'étranger. Et c'est quand même souvent une course à la modernité. Donc ça, c'est un bon insight. On passe au deuxième bien qui est... Bon, c'est une autre ambiance. Ça, je peux préciser juste, Mounir, c'est pas parce qu'on a un cash flow négatif qu'on a un mauvais investissement. Exactement, souvent les gens aussi font l'amalgame et c'est vrai que c'est plus vendeur de vous dire vous allez faire du cash flow à gogo et ça va vous payer les courses ou la sortie du week-end ou même vous permettre d'arrêter de bosser. C'est pas parce qu'on fait un cash flow négatif qu'on ne s'enrichit pas, parce qu'on l'a vu, c'était 100 et quelques euros là, d'effort d'épargne. Mais à côté de ça, je capitalise plus de 700 euros par mois sur mon crédit. Bien sûr. Donc je mets 130, je capitalise 700, je suis gagnant. Ça s'appelle de l'enrichissement latent à terme, je l'explique d'ailleurs dans mon bouquin. Le capital, c'est c'est le plus gros levier d'enrichissement de l'immobilier, le remboursement du capital. Tout à fait. C'est un peu de l'épargne contrainte quand on rembourse son emprunt. C'est exactement ça. Donc c'est exactement. Moi, je suis un très mauvais épargnant. J'ai jamais épargné de ma vie, et donc je suis pas un bon exemple sur ce côté-là. Et je sais que l'immobilier me force, et ce type d'investissement patrimonial, à mettre de côté. Intéressant. J'ai pas le choix. Intéressant. Une autre façon de l'envisager. Le T1, 55 rue République, 3R, à 69 000 euros. Troisième étage sur la rue. Troisième étage sur la rue, ok. Vous voyez les codes. On est obligé de trouver des trucs quand on a beaucoup. C'est quoi là l'histoire et la story d'investisseur? En l'occurrence, ça c'est dans une ville qui est à l'extérieur de Toulouse. Donc il y a une ville plutôt 60-65 000 habitants, donc c'est pas une petite ville non plus. Il y a une fac de droit, il y a des écoles, il y a un hôpital. Voilà, ça bouge. Ça se développe. Pas mal. C'est très beau aussi au niveau patrimonial, ça attire de plus en plus. Il va y avoir bientôt en plus la gare LGV, mais bon, il y a 5 ans, elle était encore loin d'être là, qui va relier cette ville à Paris en 3 heures. Donc tu l'as acheté 47 000. J'ai acheté 47 000, c'est un studio et je le loue 470 euros par mois. Donc on est à une rentabilité
brute là qui est plutôt intéressante, un cash flow aussi positif qui est de 200 € et qui vient finalement, si on prend ces deux investissements, un peu se mettre break-even, on est à l'équilibre entre les deux et malgré tout en étant à l'équilibre, donc c'est-à-dire être en autofinancement si on cumule ces deux biens, on est à un TRI moyen qui est quand même assez impressionnant parce qu'on va être à peu près à 25% de TRI moyen. Énorme. Parce qu'il y a cet effet de levier, parce qu'on a mis très peu d'apport aussi là-dessus, d'ailleurs quasiment pas je crois dans celui-là, 0, ou que les frais de dossier comme d'hab. Et là t'avais dû emprunter à 1% non à l'époque? Ouais, ça doit être l'emprunt doit être à des taux entre peut-être un peu plus parce que celui-là en nom propre peut-être, mais on en a plusieurs dans cet immeuble-là parce qu'on a fait des coups, c'est pour ça qu'on a 3 rues, 2 cours, machin. Il y en a qu'on a acheté avec notre SCI familiale, d'autres qu'on a acheté en nom propre. Donc en l'occurrence en nom propre, on a toujours des meilleurs taux que quand on est en tant que professionnel. Bon à savoir. Ouais. Donc là bonne opération, TRI de dingue parce que pas d'apport, taux bas, loyer plutôt correct et donc location annuelle en plus. Location annuelle, beaucoup plus stable. Et ça c'est un bien que tu comptes en faire quoi? Juste parenthèse, j'ai des charges assez élevées sur ce bien, 70 € de charges par mois, c'est très élevé pour un studio, et surtout quand tu loues 470 €. C'est énorme. Voilà, le foncier est pas mal élevé aussi, c'est plus d'un loyer. T'as un ascenseur Non, c'est quoi c'est la ville est chère en loyer, et après sur les charges de copro, il n'y a que 8 appartements, il y a quand même des parties communes. Des parties communes, il y a de la consommation d'eau aussi, etc. Nous on en a 5 sur les 8 dans l'immeuble, donc on est majoritaire, on pourrait décider de virer le syndic. Ça aussi c'est un sujet. C'est vrai. J'en parlais d'ailleurs. Pas mal de problèmes avec avec des néo-syndics sur le sujet, mais on Matera, pourrait... pour ne pas les citer. Voilà, exactement. J'étais intervenu au micro de Raphaël, on avait parlé de ça un peu. Et en fait, clairement, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui s'en occupe. Je ne peux pas être le bureau des pleurs de tout le monde. Et puis tu vas peut-être économiser un petit peu, mais il faut regarder le global de ton patrimoine, donc c'est pas hyper intéressant. C'est ça. Mais les syndics, gros sujet. Du coup, ta question, j'ai embrayé sur les charges, mais... ma question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ce bien? Tu l'as acheté il y a 6 ans maintenant, il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, ça vaut 70 000 € sur le marché. 70 000 € je le vends demain, sans aucun problème. En plus, c'est loué, clé en main. Voilà, quelqu'un arrive. Et même à 70 000 € aujourd'hui, avec quasiment 6 000 € de loyer par an, ça reste intéressant. C'est hyper intéressant. Comme rendement dans une ville qui va monter. Et donc, c'est aussi pour ça que je le vends pas forcément, parce que j'en ai pas l'utilité. Enfin, je n'ai pas besoin aujourd'hui pour arbitrer des choses. Je suis en train de vendre des biens d'ailleurs, pour acheter un bien sur lequel on va switcher tout de suite. On va regarder les photos avant d'ailleurs. Et on va regarder les photos de celui-là. On va regarder les photos de celui-là qui est relativement simple, qui est moins sexy que l'autre. C'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Donc c'est un bon panorama. De toute façon, c'est un studio, donc on voit tout. La salle de bain là et le placard qui est derrière. Donc 2 fenêtres, donc c'est quand même lumineux pour un studio. Là, on voit encore un centre historique. On voit les anciennes fenêtres. Les doubles fenêtres. Alors là, c'est pas nous qui avons fait les travaux pour le coup. On l'a acheté comme ça, donc on n'a pas choisi ni rien, ni la tapisserie, ni la cuisine. Voilà. Donc c'est un studio, un canapé lit très simple. Ça, tu l'as acheté en l'état. J'ai rien fait. Et donc ça, aujourd'hui, tu comptes pas le vendre parce que c'est une belle opération. Tu le vendras quand tu l'as acheté en propre, il me semble. Tu le vendras quand, en gros, au bout de 5 ans, dans 5 ans, parce que l'amortissement commencera à être moins. C'est ça, en fait, ça dépend de la globalité du LMNP, enfin LMP même maintenant, ça dépend de la globalité. Est-ce qu'il y a des plus-values court terme impactantes sur le LMP ou pas? Comment on peut en fait optimiser au mieux notre fiscalité sur la partie LMP, voire on peut faire ce qu'on appelle un OBO, c'est-à-dire le faire racheter par une de nos sociétés, donc régénérer de la dette, nous prendre du cash, c'est une sorte d'LBO en fait, mais sur Honored Buyout. Voilà, exactement. OBO, donc LBO c'est pareil, leverage buyout. Tout à fait. Les gens se rachètent des boîtes comme ça, les entrepreneurs souvent, grâce à de la dette, en minimisant la valo, mais en récupérant du cash. Là, ça peut être pareil aussi. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être pareil. On pourrait faire ça. Après, il faut pas que ce soit fait pour des considérations fiscales. Bien sûr, jamais. Voilà, en l'occurrence, là, c'est pas le cas, parce que nous, ce serait juste pour récupérer un peu de cash à titre perso et puis réendetter les sociétés qui pourraient se permettre de porter ces dettes. D'ailleurs, avant de passer à la structure de tes sociétés, on va regarder le dernier bien, le 11 Moustier. Ouais, 11 Moustier, donc dans la même ville que le dernier. Moi, ça fait 2 ans que j'achète plus grand chose en matière de biens immobiliers. J'ai des activités toujours autour d'immobilier, un gros écosystème autour de l'immobilier, mais c'est vrai que j'achetais plus trop, ça m'allait en termes d'objectifs, donc maintenant je laissais consolider un petit peu les choses. Mais malgré tout, je suis toujours un peu au centre des affaires, et donc du coup, quand on me propose un bien, que j'ai pas de client sous la main, à qui ça peut correspondre ou autre, des fois je prends.
Donc je prends et ce bien-là, effectivement, donc je l'ai rentré exprès juste avant parce que je suis en train de l'acheter. Là, je l'achète dans quelques jours. Donc c'est un immeuble entier. Il y a 4 appartements. Je crée un 5e appartement en récupérant une surface d'un des appartements. Il y a déjà en plus les compteurs, donc on n'a même pas la problématique d'Enedis et problématique monopolistique. Hein. Il y a la SNCF puis il y a Enedis. Et je crée aussi au rez-de-chaussée 2 emplacements garage moto. Parce que c'est en plein centre-ville et qu'il y a beaucoup de motards qui ne peuvent pas, quand ils habitent dans des apparts, acheter de moto parce qu'ils ne savent pas où les mettre. Donc je vais créer des emplacements moto parce qu'il n'y a pas la place de faire un garage pour une voiture. Donc ça tu le loues, c'est un coup de bombe de peinture par terre et... Ouais, et une porte quand même. Donc ça sera fermé pour les deux. Aujourd'hui c'est vraiment condamné, on va le voir après sur la photo. Et donc là on voit que tu as déjà une plus-value qui est énorme sur le bien. Ça te paraît cohérent ça? Ouais, clairement c'est un bien que j'ai vraiment... prix d'achat 240 000. J'ai vraiment acheté très peu cher, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, parce que je cherchais vraiment pas à acheter un bien à ce moment-là. C'est une succession, donc forcément... les gens sont pressés. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas payé le bien non plus. Hein, donc, Tout à fait, ouais. Enfin, dépendamment de son degré de filiation, mais en tout cas, en l'occurrence, ça peut être que du plus pour lui. Après, attention, voilà, on est d'accord, il y a un acheteur, un vendeur, il y a une offre d'achat, les comptes sont signés, voilà, tout le monde est d'accord, personne n'est lésé, absolument pas, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, moi, je connais bien le marché, je sais, après rénovation, parce que je mets quand même 75 000 € de travaux dans le bazar, je sais qu'après avoir mis ces 75 000 € de travaux, mon prix de revente, il est de 490 000 à la découpe. Pas en bloc, à la découpe. Donc, à la découpe, je te le disais dans le Finari Talk, c'est comme la vente de drogue, plus tu vends un petit morceau, plus tu vends cher au mètre carré. Voilà. Donc c'est exactement pareil. J'ai jamais vendu de drogue, mais ils vendaient bien à la découpe. Nul n'ignore que plus on achète quand on achète en gros, plus on vend à la découpe. Et mieux c'est. Mieux ça se passe. On va regarder les photos. Du coup, c'est ça. Cet immeuble-là, voilà. Donc tu vois, il n'y a pas la place de rentrer une voiture à gauche, mais il y a clairement la place de faire une ouverture confortable pour rentrer. À l'intérieur, c'est un peu biscornu et on peut rentrer deux motos sans aucun problème. On pourrait en rentrer plus, mais franchement, j'ai pas envie que les mecs soient inconfortables à l'intérieur. Donc là, on voit il y a un appartement, 2 appartements, 3 appartements, et en haut, c'est des fenêtres. On voit avec des colonnes. Là, c'est les fenêtres d'un duplex. En haut, c'est un duplex. Et à l'arrière, aujourd'hui, il y en a que 2 et j'en crée un 3e. Voilà, donc ça fait. Attends, je dis pas de bêtises. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça fera 5. Il y en a qu'un de l'autre côté, effectivement, parce que celui du fond est traverse. Et il y en a un en duplex. Et là, les photos, ça c'est l'intérieur. Ça c'est des exemples de réno d'autres investissements qu'on a fait. Juste pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de secret. Si vous voulez, alors ça c'est pas la réno d'ailleurs, c'est l'avant. Voilà, il n'y a pas de secret. Si vous voulez créer de la valeur, il faut mettre les mains dans le cambouis. Les manches. Évidemment, on vous demande pas de faire les travaux, c'est pas moi qui les ai fait, mais il faut en tout cas créer de la valeur pour sortir avec de la plus-value. Ça c'est l'avant. Alors on reconnaît d'ailleurs. Ça c'est l'après. Ouais, tu vois la poutre là qui tombe, on la voit là-bas un peu à l'angle, tu vois, à l'angle. Ouais, gauche, effectivement, tout en bas. Ici. Voilà, et on reconnaît à côté de la fenêtre, tu la retrouves là-bas. Ça a quand même plus rien à voir. Tout décloisonné, tout cassé. On a fait une espèce d'appartement en loft sous les toits avec une très grande hauteur sous plafond, et surtout on a ressorti le cachet de l'ancien aussi. Très sympa. Voilà, on a fait des meubles sur mesure derrière pour que ça puisse aussi fitter là en bois. Là, on est au 4e étage, on a une vue sur les toits de Toulouse, c'est magnifique. Et ça crée de la valeur. Ça crée un autre exemple. Ça, c'est pareil, une succession sur laquelle un agent immobilier m'a mise. Et donc, j'arrive là, cet appartement, il n'a pas été habité pendant 15 ans. Et la dernière personne à y habiter, elle s'est faite expulser par la police. Et avant de se faire expulser, elle a tout fracassé. Donc là, on a racheté ça, une bouchée de pain. C'est rue Saint-Rome, pour ceux qui connaissent les Toulousains. C'est en plein centre-ville. C'est là où l'immeuble à Toulouse s'est effondré il y a quelques mois. Mais pas celui-là. Voilà, c'est pas celui-là. Tenu. Mais c'est un emplacement hyper premium, on peut difficilement faire mieux. Et on en a fait quelque chose de très sympa, puisqu'on en a fait ça. Donc on a mis le couchage en haut à la mezzanine, et on a absolument tout refait dans cet appartement, ce qui permet aujourd'hui de le vendre en 3 minutes, vu son emplacement et la qualité de la rénovation, et surtout de le louer aussi, parce que c'est ça qui est important. Celle-là, c'était une opération de marchand de biens ou c'était... Non, celle-là, on l'a gardée en patrimoine sur notre SCI, on l'a gardée. En longue durée longue durée. Longue durée, et donc loué, pour info, un studio à Toulouse, ça se loue entre 600 et 650 € par mois. Voilà, meublé. Donc là, on est plutôt sur 600 parce qu'il fait 15 mètres carrés plus mezzanine, mais c'est quand même 15 mètres carrés. S'il fait 20, c'est plutôt 650. Du coup, là, vous avez eu un aperçu de 3 types d'opérations très différentes finalement. Si on prend un peu plus de hauteur et on regarde ton fameux organigramme, comment t'as organisé, t'as orchestré tout ça? Alors, c'est un organigramme qui est large, parce que c'est
tout mon organigramme, j'étais vraiment hyper transparent sur tout. Évidemment, l'immobilier, il est détenu en grande majorité sur 2 parties. Notre SCI familiale, qui est une SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, parce qu'on ne voulait pas payer d'impôts sur des revenus qui étaient voués à rembourser des crédits. Donc l'avantage de l'IS, c'est que l'impôt, tu le reportes à la sortie. Hein. Par contre, quand tu vends, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Voilà, mais bon, on n'a rien sans rien. L'impôt, tu le payes tout de suite ou tu le payes après, mais tu payes tout le temps. Hein. Passe tout le temps la carte. Il n'y a pas de solution. Donc quand les gens viennent me voir, comment je fais pour investir dans l'immobilier pour pas payer d'impôts, je peux t'expliquer comment créer du patrimoine sans générer d'impôts supplémentaires, mais créer du patrimoine tout en économisant des impôts ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Voilà, même s'il y en a qui arrivent à le faire avec du Pinel, mais c'est extrêmement rare. C'est rare, voilà. Donc ça, et immobilier en nom propre, comme je le mets à droite, seul ou en indivision, en location longue durée ou courte durée, voilà, en LMNP ou LMP, ça dépend des revenus que vous avez à côté, ça, évidemment. J'ai aussi des garages, une résidence principale aussi qui est un sujet, hein, une résidence principale qui, pour moi, pèse énormément sur mon patrimoine. C'est à peu près 25% de mon patrimoine immobilier brut. Okay. C'est énorme. T'as vendu des biens pour acheter ta résidence principale ? Non, je me suis beaucoup endetté. J'imagine. Je me suis beaucoup endetté et j'ai mis quand même un peu d'apport parce que je sais où est le cash et voilà, c'est moi qui en suis responsable, je vis dedans. Si je veux retrouver mon cash à la sortie, j'ai qu'à prendre soin de mon bien et faire les choses bien aussi. Tout à fait. Voilà. Et après, évidemment, donc j'ai une holding personnelle que je détiens à 100% et qui elle-même détient toutes les activités commerciales, soit directement, soit indirectement. En majorité pour ce qui est de mes activités à moi, en minorité ou à l'équilibre pour des activités avec lesquelles je suis avec des associés. Qui c'est au milieu, c'est ça ? Voilà, donc ça peut être ça, une société de marchand de biens avec laquelle je fais près de 3-4 opérations par an. Voilà, et on est associé à deux personnes, 50-50. Une SCI aussi avec un associé externe où on a quelques biens à Toulouse dans une autre ville où on est associé 50-50 aussi. Le deal là clairement c'est j'amène l'expertise, il amène les fonds propres et j'en amène aussi une partie. Voilà, mais on avait envie de faire des trucs ensemble. Mais d'ailleurs non, les fonds propres on les a amenés ensemble d'ailleurs, 50-50. Mais il a amené la capacité d'endettement aussi et donc la garantie vis-à-vis des banques parce que moi, vous imaginez que le taux d'endettement est quand même assez... Alors on continue à me prêter parce que tu vas faire des projets, mais c'est quand même... Il faut vraiment que la banque me connaisse bien. Ouais. Des activités, donc à gauche c'est que des activités commerciales, no business, qui sont que des activités autour de l'IMO, donc conseil autour de l'IMO. On a une boîte aussi d'architecture d'intérieur et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de suivi de travaux. AMO. Une agence AMO, hein. Une agence immobilière, donc avec la carte professionnelle, transaction, gestion locative. Une société aussi dédiée à la formation autour de l'immobilier qui a vu le jour récemment. Pas la formation pour vous aider à être rentier pour le coup, mais plutôt vraiment pour du retour d'expérience. On a une LLC aussi commerciale, c'est intéressant, aux États-Unis, qui est en Floride. Floride, parce que Floride, Texas, Wisconsin, c'est des États qui sont intéressants aussi fiscalement aux États-Unis. Pour développer les activités qu'on fait en France, donc en l'occurrence d'investissement clé en main, d'accompagnement à l'investissement aux États-Unis. Des expats américains ou... Alors des expats américains, des expats français, des Américains à investir aux États-Unis, mais aussi des Canadiens, parce que là il manque une boîte, c'est la boîte canadienne qui est en train d'être créée pour accompagner aussi des Canadiens à investir en Floride. Et aussi des Américains et des Canadiens à investir en Algarve, au sud du Portugal, ou à Porto, puisqu'on accompagne déjà des clients à nous à investir au Portugal, et moi-même j'ai investi là-bas, ou investir en France aussi, parce qu'on a toute une structure aussi pour accompagner ces gens-là à investir en France. Donc c'est soit des expats français qui sont en Amérique du Nord, soit des Américains ou des Canadiens, en tout cas de citoyenneté, qui veulent investir en Europe ou en Floride par exemple. Investir au Canada, c'est pas possible pour les étrangers, ça a été bloqué par le Premier ministre. On ne peut pas le faire dans ce sens-là, parce qu'après le Covid, les prix ont explosé, du fait notamment d'une majorité d'Asiatiques qui arrivaient avec beaucoup d'argent et qui ont acheté beaucoup d'immobilier, non pas qu'à Vancouver, mais dans plein de villes, y compris à Montréal ou à Toronto. Donc interdit. Marchand de biens, j'ai une autre société avec mon épouse, donc on est tous les deux, qui détient elle-même 75% d'une autre société de marchand de biens, on est avec d'autres associés. Et puis après, SCI familiale, j'en ai parlé avec associé mineur, c'est intéressant. Ça, c'est un sujet, on peut s'y arrêter 2 secondes. Associé mineur, notre fils avait 3 ans quand on l'a mis dans une SCI, aujourd'hui il en a 14. Là encore, on emprunte avec une SCI, la banque est à l'aise avec ça, elle nous fait signer un papier qui le déresponsabilise de tout, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on vienne le retoquer à lui. Et la banque aussi se désengage d'aller lui chercher du pognon à lui, donc grosso modo, elle viendra le chercher qu'à nous si jamais il y a une défaillance. Donc, et c'est quoi
quoi l'intérêt de l'avoir mis si tôt? L'intérêt, c'est il a déjà quasiment un tiers de la SCI, donc en fait transmission. Ouais, ça lui permet d'être déjà au capital. Alors il y a 2 écoles, hein. Il y a des notaires qui sont très à l'aise avec le sujet, d'autres qui le sont beaucoup moins. L'administration fiscale peut, à juste titre ou non, pouvoir retoquer ça. Voilà. Après, voilà, il y a plusieurs écoles. C'est un peu décrié. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Nous, on a décidé de le faire, franchement, juste parce qu'on avait envie qu'ils participent à ça de suite. Et voilà. Il n'y avait pas forcément de considération fiscale à la base, mais en soi, il est déjà dedans. Donc, il n'y a pas de raison qu'à 18 ans, il ne le soit plus. Et une autre SCI, voilà, qu'un associé, mais je suis très minoritaire pour le coup. C'est une des rares boîtes où très minoritaire. Et après, des participations diverses parce que ça permet aussi de pouvoir s'éclater. Bien sûr. Une participation dans Finari, une participation dans d'autres sociétés voilà, intéressantes, dans la food notamment, et qui me plaît bien. Hein. Et voilà. Et après, comme l'immobilier pour moi, c'est pas une finalité, mais c'est plutôt un moyen de m'enrichir parce que je suis parti avec voilà, pas grand chose. Hein, pas d'héritage, voilà. C'est garanti. Ouais, non, là c'est sûr. J'ai même mes premiers. J'ai encore mes premières offres de crédit sur les premiers biens il y a 15 ans et tout. Voilà, donc on a à peu près 5 000 € d'apport à deux, donc avec ma femme, pour acheter ces premiers biens. Et on s'est construit grâce à l'immobilier parce que justement on n'avait pas de pognon et que l'immobilier c'est le seul levier aujourd'hui quand même d'investissement qui permet justement d'aller en chercher du levier et de s'enrichir comme ça en partant de pas grand chose. Parce que emprunter pour aller investir en bourse, bon courage. Ouais, même si je déteste ce terme bon courage. Donc voilà, on sait un peu comme ça. Et après on aime bien diversifier, même si franchement on est hyper exposé en immobilier. Si on monte notre finalité globale, c'est vraiment pas un cas d'école. Ou alors c'est un cas d'école de ce qu'il faut pas faire. Ou ce qu'il faut faire si t'es convaincu, tu vois. Ouais, ce qu'il faut faire si t'es convaincu. Mais c'est pas un cas d'école de diversification. Ah non, clairement pas. Mais la réalité, c'est que tu t'enrichis pas en diversifiant, tu t'enrichis en étant très concentré sur quelque chose. Par contre, t'as intérêt à avoir une expertise. Ouais. Et bon, toi, t'en as fait ton métier, donc tu vois, c'est pas choquant en fait. Et d'ailleurs, quand tu regardes la répartition du patrimoine des Français, plus les patrimoines sont riches et moins ils ont d'immobilier. Moins ils ont d'immobilier, ouais. Plus ils sont modestes et plus ils ont d'immobilier. Parce que c'est vraiment un levier, hein, ça porte bien son nom. Et après, une fois que tu as atteint ce que tu veux atteindre, tu diversifies et tu sécurises aussi. Et puis surtout, tu as quand même plein d'investissements qui sont beaucoup plus simples à gérer, comme tu vois, on parlait des ETF. Ouais. Tu achètes un ETF, t'as pas de fuite d'eau dedans, t'as pas de locataire qui paye pas, tu fais rien, tu touches les dividendes. Clairement. Enfin, c'est super simple, c'est pas la même volatilité. Clairement. Est-ce que, peut-être pour finir, il y a des choses, donc là le schéma est quand même relativement complexe. Ouais, quelqu'un qui débute, c'est quoi le schéma idéal que tu lui recommandes? Ça dépend. Début dans l'investissement locatif. Ouais. Ça dépend s'il est salarié ou pas. On va dire qu'il est salarié. S'il est salarié, franchement, montage holding, ça sert à rien. Okay. Vous embêtez pas avec ça. Vous investissez en nom propre au départ. LMNP, prenez ce qu'il y a à apprendre. Ok, ça existe plus dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Prenez ce qu'il y a à apprendre. C'est clair. Prenez-le. Plus vous attendez, plus ça risque de disparaître, effectivement. Bien sûr, mais vous prenez pas la question, vous posez pas la question, peu importe l'instabilité politique ou quoi, ça existe pour l'instant. Ouais. Puis on sait qu'il y a de l'inertie aussi dans les lois, etc. Ouais, donc exactement. Vous avez le temps. Ensuite, si vous voulez pas passer à l'MP pour une raison ou une autre, peu importe, ou que vous avez du mal à emprunter aussi en nom propre, passez sur une personne morale type SCI, SARL de famille aussi. On en parle rarement de SARL de famille. Moi, j'en ai pas fait parce que j'étais déjà au taquet à l'MNP, mais c'est la seule personne morale qui peut vous permettre de bénéficier du régime LMNP. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, vous ne pouvez mettre que des gens de filiation directe, donc votre fils, vos parents ou votre femme conjointe ou votre mari. Mais c'est intéressant. Par contre, vous ne pouvez pas être associé dans une SARL de famille avec une personne morale. Donc c'est que du nom propre. Okay. Donc ça aussi c'est limité. Alors qu'une SCI, si vous êtes entrepreneur par exemple, que vous avez une activité, là on le voit commerciale, vous pouvez faire remonter les dividendes régime mère-fille et donc du coup réinjecter aussi ou faire des conventions de trésor avec vos filiales immobilières grâce à ces montages qui sont très professionnels. Il y a vraiment, je pense, 2 mondes entre le salarié et l'entrepreneur parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts et le pognon vient pas du même endroit et la fiscalité n'est pas la même. Ouais. Et on sait que l'entrepreneur il se paye pas beaucoup et sa valeur elle est dans les boîtes, alors que le salarié tous les ans il veut qu'on le paye beaucoup plus parce que c'est le seul moyen de récupérer de l'argent. Ouais. Voilà. Donc simple en gros pour le CDI, si je résume, LMNP, ouais. L'entrepreneur lui peut avoir l'intérêt d'avoir une holding de tête qu'il a peut-être déjà d'ailleurs et du coup mettre des SCI en dessous pour faire remonter ensuite les dividendes. Top. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a inspiré. Merci pour ta transparence Julien. Avec plaisir. Moi. C'était trop bien. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, même si vous n'avez pas un organigramme aussi complexe, vous postulez, lien il est dans la description. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite